Le Premier ministre Phạm Minh Chính demande d'accélérer les travaux pour que l'aéroport international de Long Thanh puisse accueillir son premier vol à la fin de cette année. Dans le delta du Mekong, les infrastructures de transport et les procédures sont deux facteurs clés pour promouvoir l'économie privée. De nombreux villages au Vietnam sont célèbres pour la culture d'herbes médicinales traditionnelles. Malgré des hauts et des bas, ce métier ancestral continue d'être préservé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal francophone. L'aéroport international de Long Thanh dans la province de Dong Nai au sud est un projet de plus en plus haute importance. Il faut accélérer les travaux pour que cet aéroport puisse accueillir le premier vol d'ici le 31 décembre 2025. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Phạm Minh Chính en inspectant jeudi le chantier de l'aéroport international de Long Thanh et des infrastructures routières associées. Malgré l'apparition des premières structures modernes, des difficultés persistent. Le Premier ministre a appelé toutes les parties prenantes à redoubler d'efforts et a demandé à la province de Dong Nai de faciliter l'approvisionnement en matériaux. La première phase du projet représente un investissement de 4,6 milliards de dollars. Et parallèlement, plusieurs voies de circulation sont en développement, notamment des autoroutes et une ligne de métro léger. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu cet après-midi à Hanoï M. Minikhanov, le dirigeant de la République du Tatarstan, Fédération de Russie, soulignant que le Vietnam apprécie l'amitié traditionnelle et le partenariat stratégique global avec la Russie. Phạm Minh Chính a suggéré que le Tatarstan envisage de construire une usine automobile Kamaz au Vietnam. Partageant ses impressions sur le fort développement du Vietnam, le dirigeant du Tatarstan a affirmé que son pays souhaitait coopérer avec le Vietnam dans l'intelligence artificielle, les technologies de l'information, l'industrie automobile, les produits chimiques, les avions civils et les hélicoptères. Un vol direct entre Kazan et Hanoï devrait être ouvert prochainement. Dans la même journée, le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu à Hanoï Philippe Tabarot, ministre délégué au transport, en visite au Vietnam. Phạm Minh Chính a plaidé pour un renforcement de la coopération bilatérale dans ce domaine, notamment dans des projets d'infrastructures de grande envergure. Il a également exhorté Airbus, un acteur majeur de l'industrie aéronautique et spatiale en France, à collaborer avec la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines dans le transfert technologique et l'ouverture d'un hangar de maintenance. De son côté, le ministre Philippe Tabarot a souligné que les entreprises françaises étaient prêtes à coopérer avec le Vietnam, notamment dans la mise en œuvre de projets d'infrastructures de transport stratégiques ainsi que dans la formation des ressources humaines. L'économie privée joue un rôle très important, contribuant à hauteur de 51% du PIB national. Suivant de près les politiques et les directives du parti et du gouvernement, ces derniers temps, les provinces et les villes du delta du Mekong ont prêté une attention particulière aux entreprises privées, les accompagnant et mobilisant toutes les ressources pour promouvoir leur développement. D'une capacité de 40 MW, c'est l'un des plus grands projets éoliens dans la province de Baguio. Grâce au soutien des autorités locales en termes de procédures d'investissement et de mécanismes de vente d'électricité, l'entreprise a pu achever rapidement la construction et mettre le projet en exploitation. En 2024, nous avons produit plus de 85 millions de kilowattheures, contribuant à hauteur d'environ 14 milliards de dong au budget, et cette année, la production d'électricité devrait augmenter. Les projets de centrales éoliennes contribuent également au développement du tourisme et des services dans le delta du Mekong. Ces dernières années, le gouvernement a accordé une attention particulière à la modernisation des infrastructures de transport et à l'amélioration de l'environnement de l'investissement, ce qui a motivé le secteur privé. De nombreuses entreprises privées
ont investi fort dans les technologies de production et élargi sans cesse leurs activités. Nos activités de production et d'exportation sont très rapides et pratiques. Les difficultés et les problèmes rencontrés sont toujours écoutés et résolus rapidement. Il est évident que les politiques favorables du gouvernement concernant les infrastructures de transport permettent d'ouvrir un grand espace et une connexion régionale BCP plus fluide. C'est une force motrice pour encourager l'économie privée. Actuellement, le delta du Mekong compte plus de 71 000 entreprises, dont la majorité sont du secteur privé. Ce secteur réalise un chiffre d'affaires annuel à l'exportation de près de 30 milliards de dollars et crée des millions d'emplois pour les habitants locaux. Au cours des 2 premiers mois de cette année, les exportations de bois et des produits dérivés ont atteint plus de 2,5 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 12% par rapport à la même période l'an dernier. Cependant, les États-Unis, qui sont le premier marché d'exportation du Vietnam, viennent de publier un décret proposant l'imposition des taxes réciproques sur 17 000 produits importés, y compris les produits du bois. Face à cela, l'industrie du bois se prépare pour montrer au département du commerce des États-Unis que les exportations vietnamiennes ne représentent pas une menace concurrentielle pour les entreprises américaines. Au contraire, les produits vietnamiens offrent aux consommateurs américains des produits abordables et de haute qualité. Selon l'Association de transformation du bois de Ho Chi Minh Ville, l'équilibre des échanges de bois et de produits dérivés entre les deux pays demeure un défi majeur. Pour y remédier, l'industrie recommande au gouvernement vietnamien de stimuler les importations de produits américains présentant un avantage concurrentiel. Quant à la politique fiscale réciproque envisagée par les États-Unis, un examen approfondi et des réductions d'impôts sélectives sont nécessaires pour démontrer la bonne volonté du gouvernement vietnamien. Une révision des taxes à l'importation et à l'exportation entre les deux pays créera des conditions favorables pour les produits vietnamiens. Selon l'Association vietnamienne du bois et des produits forestiers, les relations commerciales entre les États-Unis et le Vietnam dans le secteur du bois sont complémentaires. Bien que les États-Unis disposent de forêts et de matériaux en bois abondants, ils sont confrontés à des coûts de main-d'œuvre élevés. Cela offre à l'industrie vietnamienne du bois une opportunité de fournir aux consommateurs américains des produits abordables. Le Vietnam bénéficie d'un avantage comparatif qui est le coût de la main-d'œuvre relativement bas. Et je ne pense pas qu'il soit facile pour les États-Unis de trouver des fournisseurs capables de répondre à ces exigences, surtout compte tenu de la politique de diversification des sources d'approvisionnement du président américain Donald Trump. L'importation de matières premières américaines peut contribuer à réduire le déficit commercial bilatéral et à éviter les poursuites judiciaires liées à l'origine des produits. Le conseiller commercial aux États-Unis a également conseillé aux entreprises vietnamiennes d'adopter une approche plus proactive face aux politiques douanières et aux mesures de protection commerciale américaines. Il est conseillé aux entreprises de se tenir informées et d'adapter leur stratégie de production et d'exportation à l'évolution des politiques commerciales internationales. La télévision nationale vietnamienne a lancé aujourd'hui VTV Ratings, un ensemble d'indicateurs mesurant les audiences sur plusieurs plateformes de la VTV. VTV Ratings utilise les données multisources sur le comportement de voisinage des audiences de la VTV grâce à la méthode de mesure appliquant la technologie Big Data et la science des données. VTV Ratings est un outil inévitable pour rattraper les tendances médiatiques modernes à l'ère des données et de la technologie numérique. À l'avenir, le système continuera de se développer avec la technologie de l'IA, des données avancées et une analyse approfondie, ce qui aidera la VTV à continuer d'affirmer sa position dans l'industrie des médias numériques. Et notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
Le Vietnam est classé au 46e rang dans le rapport mondial sur le bonheur 2025, soit une progression de 8 places par rapport à 2024. Il s'agit de son meilleur classement depuis la première publication du rapport en 2012, faisant du Vietnam le deuxième pays le plus heureux d'Asie du Sud-Est, juste derrière Singapour. Ce rapport annuel s'appuie sur les données fournies par le Gallup World Poll dans plus de 140 pays. Le classement du bonheur est basé sur une moyenne sur 3 ans des évaluations personnelles de la satisfaction dans la vie, ainsi que sur le PIB par habitant, le soutien social, l'espérance de vie en bonne santé, la liberté, la générosité et la corruption. La restauration et la plantation de nouvelles mangroves limiteront l'érosion des côtes et des berges et créeront un écosystème riche. Ces forêts offrent un habitat idéal aux espèces aquatiques. À un peu plus d'une heure de route de Ho Chi Minh Ville se trouve l'immense tapis vert de la mangrove de Cần Giờ. Et dans le reportage suivant, nous vous invitons à explorer la biodiversité à cette première réserve de biosphère du Vietnam reconnue par l'UNESCO. La zone centrale et les zones tampons de la mangrove de Cần Giờ s'étendent sur plus de 34 000 hectares. Près de 2 tiers de la superficie forestière ont été replantés et entièrement restaurés, le reste étant constitué de forêts naturelles. La biodiversité de la flore et de la faune est à un niveau très élevé. Can Giờ est la forêt de mangrove qui a été restaurée artificiellement le plus rapidement au monde. Elle est également classée parmi les meilleures au monde en termes de biodiversité et de composition spécifique. 35 des 42 espèces de mangroves trouvées au Vietnam se trouvent dans la forêt de mangrove de Can Giờ. On y trouve une diversité végétale étonnante. La forêt de mangrove de Cần Giờ abrite 2 espèces végétales et 9 espèces animales rares. L'écosystème de la mangrove profite également aux populations locales. Une bande de 100 mètres de forêt de mangrove peut réduire la vitesse des vagues jusqu'à 90% et leur intensité jusqu'à 50%. Ainsi, la longueur actuelle de la forêt de mangrove constitue un bouclier végétal très solide pour Ho Chi Minh Ville et les provinces voisines. Afin de développer durablement le district de Can Giờ, le comité populaire du district a chargé le conseil de gestion de la protection de la forêt d'élaborer un plan d'écotourisme dans la zone forestière. Le plan vise à établir les bases d'un développement durable afin de préserver l'écosystème existant du district. Sur les 160 000 hectares de mangroves restants au Vietnam, seul Cần Giờ s'est remise des ravages de la guerre et des toxines chimiques. C'est pourquoi la municipalité et la population ont déployé des efforts considérables pour protéger ce poumon vert avec pour devise « Préserver pour développer et développer pour préserver l'existence ». Notre journal continue avec un condensé des faits marquants de la semaine écoulée. Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lâm, a assisté jeudi 20 mars au programme Rencontre intergénérationnelle des étudiants Vietnam-Chine de toutes les époques. À l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Chine et de l'année des échanges humanistes entre les deux pays, l'événement a rassemblé environ 800 délégués vietnamiens et chinois. S'exprimant lors de cette rencontre, le leader du PCV a exhorté les jeunes générations vietnamiennes et chinoises à perpétuer la tradition d'amitié et à assurer un avenir prometteur aux relations bilatérales. Le Vietnam est déterminé à travailler avec la Chine pour développer un partenariat de coopération stratégique globale et construire une communauté d'avenir partagée d'importance stratégique. Le secrétaire général To Lâm a reçu le 20 mars à Hanoï le sénateur américain Stephen David Daines.
Le chef du PCV a demandé aux sénateurs américains de continuer à soutenir et à promouvoir une coopération harmonieuse, durable, efficace et substantielle entre les deux parties. Dans les temps à venir, l'économie, le commerce et l'investissement doivent continuer à être des piliers importants des relations bilatérales. Stephen Daines a quant à lui affirmé que le président américain valorisait la relation avec le Vietnam, ainsi que la position prioritaire du Vietnam dans la stratégie des États-Unis dans la région. Il espère continuer à coopérer avec le Vietnam dans la prévention de la drogue et de l'immigration illégale. Mardi 18 mars, le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé la première réunion du comité directeur gouvernemental pour le développement des sciences, des technologies, de l'innovation, de la transformation numérique et du projet 06. Le chef du gouvernement a appelé à une transition résolue vers des services publics proactifs au service des citoyens et des entreprises. Phạm Minh Chính a exigé la mise en place d'un programme national pour le développement des technologies et des industries stratégiques. Ce programme inclura la création de centres de recherche et d'essais, ainsi que de laboratoires nationaux de référence dédiés aux technologies clés. Le ministre hongrois des Affaires étrangères et des Relations économiques extérieures Peter Szijjártó a effectué une visite officielle au Vietnam les 18 et 19 mars. Le dirigeant hongrois a été reçu par le Premier ministre vietnamien Phạm Minh Chính. Il a eu ensuite un entretien avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Sơn. Les deux parties ont convenu de promouvoir la ratification rapide de l'accord de protection des investissements Vietnam-UE et de promouvoir davantage la coopération dans les domaines de l'éducation, de l'énergie nucléaire, de la défense, de la sécurité et de la culture. Le Vietnam et la Hongrie ont aussi convenu de négocier et de signer prochainement un accord sur le retour de leurs citoyens. Le 42e Festival national de télévision s'est ouvert le 19 mars dans la ville de Quy Nhơn, province de Bình Định, au centre méridional. Se déroulant jusqu'au 22 mars, cet événement annuel a attiré 634 œuvres dans 11 catégories, telles que les programmes pour enfants, les documentaires, les reportages, les séries télévisées et les vidéos sur les plateformes numériques. Ce festival a mis en avant le thème de l'IA tout au long des conférences, promettant des avancées décisives pour l'industrie télévisuelle vietnamienne. Le 14 mars, l'ambassadeur du Vietnam en Israël, Lee Đức-Chung, a animé une causerie diffusée en direct sur la radio israélienne FM 100, au cours de laquelle il a présenté la culture vietnamienne ainsi que la coopération entre le Vietnam et Israël. Lors de l'émission, l'ambassadeur vietnamien a exposé aux auditeurs israéliens les avancées socio-économiques du Vietnam au cours de ces dernières années. De plus, l'ambassadeur a apporté au studio un avocat cultivé au Vietnam à partir de semences et de techniques agricoles israéliennes, illustrant ainsi le succès de cette coopération agricole avec une production à haut rendement et économiquement viable. La ronde finale du concours de beauté Miss International Culture Friendship 2025 s'est déroulée le 16 mars à Udon Thani, Thaïlande. Cet événement inaugural célébrait la beauté, l'intelligence et le talent des Vietnamiennes vivant, étudiant et travaillant dans le monde entier. Parmi 250 candidates représentant 12 pays et territoires, les organisateurs ont sélectionné 25 finalistes après 7 tours préliminaires. Dương Thị Thanh Thảo, originaire de la province de Đắk Lắk, a remporté la victoire. Les organisateurs souhaitent faire de ce concours un événement annuel qui non seulement honore la beauté et l'intelligence des Vietnamiennes, mais promeut également les valeurs culturelles vietnamiennes auprès de la communauté internationale. Les plantes médicinales sont des cadeaux de la nature. Au Vietnam, de nombreux villages sont connus pour la culture et la transformation de plantes médicinales traditionnelles. Au fil du temps, ce métier ancestral a connu des hauts et des bas. Cependant, dans de nombreux villages, l'héritage lié à la médecine traditionnelle continue d'être préservé. Tout de suite, récit de Thuy.
Situé dans le district de Văn Lâm, province de Hưng Yên, le village de Nghĩa Trai est l'un des principaux centres de culture, de transformation et de commerce des plantes médicinales traditionnelles. Selon les archives du village, Nghĩa Trai produit et commercialise entre 4 000 et 5 000 tonnes de plantes médicinales par an. Presque tous les foyers participent à la culture, à la récolte et à la transformation ou au commerce de plantes médicinales. Chaque parcelle de terre disponible est utilisée pour la culture de plantes médicinales. La culture des plantes médicinales est une tradition transmise par nos ancêtres. Cela fait plusieurs générations. Nous cultivons du basilic, de la renouée du Japon et des chrysanthèmes. En début d'année, nous plantons de la parole et du baume du Vietnam. Nous travaillons toute l'année car la terre ne fait jamais de pause. Aux alentours de Hanoï, plusieurs villages sont réputés pour la culture et le commerce d'herbes médicinales. L'un d'entre eux est Ninh Hiệp, qui fait aujourd'hui partie du district de Gia Lâm. L'histoire du village de Ninh Hiệp remonte à plus de 1000 ans. Pendant des siècles, ce fut le principal fournisseur d'herbes médicinales de la rue Lan Ông dans l'ancienne citadelle de Thăng Long. Autrefois, ce métier prospérait dans tout le village. Nos ancêtres échangeaient des feuilles et des branches séchées contre des médicaments vietnamiens et chinois. Tout le monde, des personnes âgées aux enfants, participait à la transformation de médicaments à partir d'herbes médicinales, ainsi qu'à le commerce. Au fil du temps, le métier traditionnel du village de Ninh Hiệp a progressivement décliné. De nombreuses familles ont fait d'autres métiers. Malgré ces changements, les villageois restent déterminés à faire revivre leur métier ancestral. À l'école maternelle Bình Minh, les cours pratiques sur la phytothérapie traditionnelle intéressent les enfants. Ils apprennent avec enthousiasme et curiosité la façon de préparer les ingrédients familiers comme le gingembre, le curcuma et la réglisse. L'enseignante raconte aussi des histoires sur les anciens maîtres de la médecine et les précieux remèdes dans la vie quotidienne. Ce cours a pour but d'aider les enfants à découvrir le patrimoine de notre village. Ninh Hiệp est connu pour son commerce de tissus dynamiques et sa riche histoire de phytothérapie traditionnelle. Aujourd'hui, la diminution des zones de culture de plantes médicinales a entraîné une pénurie d'ingrédients médicinaux purs. Par conséquent, des médicaments importés de mauvaise qualité et non vérifiés inondent le marché, entraînant une perte de confiance dans la médecine traditionnelle. Les gens se tournent de plus en plus vers la médecine occidentale en cas de maladie. De nombreux remèdes traditionnels précieux tombent progressivement dans l'oubli, ce qui complique la pérennité et le développement des institutions de médecine traditionnelle légitimes. De nombreux remèdes traditionnels étaient autrefois très efficaces, notamment les remèdes transmis de génération en génération dans les familles. Cependant, dans la vie moderne, avec l'évolution de l'environnement, des conditions de vie et de la santé humaine, ces remèdes anciens se heurtent aujourd'hui à des limites. Il est donc crucial de les mettre à la lumière de la science, par la recherche, les tests et les ajustements nécessaires, afin de garantir leur adaptation aux conditions de santé actuelles des Vietnamiens. Dans la culture vietnamienne, les villages de médecine traditionnelle ne sont pas seulement des lieux de préservation de précieux remèdes, mais aussi des trésors de connaissances médicales traditionnelles.
Disposant des sources de plantes médicinales variées, Hanoï s'emploie à développer des zones de culture des plantes médicinales et à former des chaînes de production, de conservation, de préparation afin de faire des plantes médicinales l'une de ses filières agricoles majeures. Depuis 2020, Hanoï a mis à titre d'essai des modèles de culture durable de plantes médicinales. Ce modèle a pour but de préserver, de développer et de préparer des plantes médicinales en complément alimentaire et plus loin en médicaments pour les Vietnamiens. Découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam pour demain. Les informations sur la météo ont clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à la semaine prochaine.